un effet d'annonce ou ce sont des réalités qui hantent le hall de l'Assemblée nationale? C'est de réalité. L'initiateur de la pétition, Mindoulé, un ancien de l'UNC qui a rejoint l'UDPS, a parlé, a fait une interview avec Jeune Afrique et il a annoncé qu'il soit plus de 125, je crois qu'il parlait même de 150 quelques des signatures. Donc ce n'est plus un effet d'annonce. La pétition est là, les signataires sont là. Maintenant, il reste à voir l'aboutissement du processus. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des signatures pour évincer les présidents de l'Assemblée nationale, encore que la procédure doit aller jusqu'au bout. Mais moi, là où je suis un peu choqué par cette démarche, c'est par rapport au contexte et par rapport aux motivations. Mindoulé, à prendre la parole, il donne le nombre de signataires ou des signatures récoltées. Mais ne nous donne pas les motivations de cette pétition. Pourquoi il a initié cette pétition? Qu'est-ce qu'on reproche à Vital Kamerhe? Et le contexte est-il prêt ou est-il apprêté à ces gens? Le contexte ne s'y prête pas? Non, à mon avis, non. Ça ne va pas profiter à Félix Tshisekedi. Il est dans une posture fragile. Écoutez, d'abord, il ne faut pas qu'il puisse donner l'impression que tous ceux qui ont été alliés à lui, il n'a fait que les écraser l'un à un pour des motifs qui par la suite se révèlent être des motifs bidons. On a par exemple, François Béa. Pour quel motif il a été humilié? Parce qu'il a dit que le président mange les foufous. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a quel motif? Le coup d'État, un seul individu, un civil de surcroît, il va faire un coup d'État. Mais c'est parce que, je suis en train de dire ça, vous écrasez des gens qui travaillent pour vous, qui sont utiles pour vous, mais pour quel motif? Bon, aujourd'hui, on a vu, il y a l'épisode Moutamba, on va en parler comme il y a un sujet, mais il y a à boire et à manger, il y a tout dedans, il y a de la confusion totale. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place, au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel.
Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antilles possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antilles met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antilles est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon TV, la force du détail. L'actu est bouillonnante en République du Congo. Nous allons décortiquer la polémique qui monte, pétition contre Vital Kamerhe. Est-ce une initiative parlementaire légitime ou une manœuvre politique bien calculée? Nous allons, au cours de cette émission, décortiquer ou percer le mystère de cette affaire. Ensuite, nous allons analyser de fond en comble avec nos invités sur ce plateau ce document qui a fait l'effet d'une bombe, la tribune de Joseph Kabila, publiée dans Jeune Afrique. Faut-il y voir l'expression d'un homme en difficulté ou une expression d'une tentative habile pour s'attirer la sympathie ou le tout dernier coup de sémence contre le président ou le pouvoir de Kinshasa? On en parle dans un instant, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir. Et puis, nous allons nous pencher sur toute cette autre affaire qui dérange les esprits et qui fait polémiquer, ça fait grand débat au sein de l'opinion publique. Moutamba condamné, vous êtes sans ignorer, à 3 ans des travaux forcés. Nous allons revenir sur le contour de cette affaire rocambolesque. Est-ce que Moutamba a-t-il encore un avenir politique? Son parcours est-il modèle pour la jeunesse ou un chemin pavé d'illusions? On en parle dans le grand débat qui ne fait que commencer avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. On a l'immense plaisir de rejoindre au club, au panel d'invités prestigieux des Politicons, Philippe Kazadi, journaliste très percutant et pointu dans les analyses. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Je salue notre cher aîné. Je vous salue vous-même. Merci pour l'honneur de m'avoir invité. Henri Chimbalangaban, je vous l'ai dit. Et puis, je salue tous les téléspectateurs de cette grande émission. Je crois que les petits temps que nous allons passer ensemble ici, nous allons quand même donner les meilleurs de nous-mêmes pour essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, de vos téléspectateurs, et contribuer tant soit peu à l'édification d'un Congo fort. Et la santé spirituelle, tant spirituelle que physique, la vie à Kinshasa, un mot. Ça va, personnellement je me porte bien, sauf que nous vivons dans une ville où la vie est invivable, surtout en ce qui concerne les circulations routières. Toutes les initiatives de reconstruction, de construction ou d'aménagement de la voirie par l'autorité urbaine
nous cause d'énormes difficultés pour circuler à Kinshasa. Les embouteillages, ça et là, ajouter à cela la mauvaise conduite des usagers des routes. Mais je crois que Daniel Bumba devra faire diligence, mettre de gros moyens pour que ces travaux aillent vite et surtout que la pluie s'annonce, donc il faut aller très très vite pour en finir. Mais on apprend qu'ils auraient lancé ces travaux de destruction à gauche et à droite pour mettre le gouvernement central devant un fait accompli et l'Assemblée provinciale également devant un fait accompli, de sorte qu'il ne soit pas audité par rapport à l'argent perçu. Ils auraient reçu beaucoup d'argent de la part du gouvernement national et ils ont ainsi ouvert tous ces chantiers pour justifier le fonds. Pour justifier les fonds qui seraient déjà volatilisés. Donc, allez, ça c'est juste je pense qu'on reviendra peut-être dans une émission beaucoup plus élaborée pour creuser la question. C'est important. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous pensons que notre public chaleureux de Politikon TV va bien apprécier et même tomber amoureux de la personne de Philippe Kazadi. Allez, nous avons aussi sur ce plateau l'habitué. Les gens me posent la question, pourquoi vous ne manquez pas vous l'invitez tout le temps? Allez, la question trouve sa réponse dans la pertinence, les punch qu'il dégage, surtout l'objectivité qui les caractérise. C'est Henri Tchibalanga, plaisir et l'honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup Gédéon, et aujourd'hui je suis un peu aussi très heureux de retrouver Philippe, et qui on partage souvent à un autre plateau, mais néanmoins vous savez les plateaux chantent la même musique, mais chacun a son rythme et ça nous fait aussi ça nous met en mouvement de façon différente, sinon à des vibrations, à des degrés différents des vibrations. Je crois qu'avec Philippe, je sais comment il est aussi dans cette objectivité-là. Bien qu'ayant une appartenance politique, mais curieusement, il préfère le Congo au-dessus de tout. C'est un peu ce qui m'a beaucoup fait plaisir dès que tu m'as annoncé que je serai en face de Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le Congo est notre bien commun. Et ce Congo, nous devons les chérir et les préserver. Mais l'histoire politique congolaise est jalonnée de beaucoup de faits. Et nous avons eu 5 présidents au total. Est-ce que avons-nous su capitaliser les acquis de chaque président, de Kasavubu à Félix Tshisekedi? Quels sont les acquis que vous pouvez énumérer de chaque président jusqu'à Joseph Kabila et quel acquis ou quel héritage immatériel pourrait laisser le président Félix Tshisekedi à la nation? En tout cas, je salue d'abord cette question ou ce questionnement-là. Moi, j'ai toujours dit que si aujourd'hui, Félix Tshisekedi a souvent des difficultés, le premier élément, c'est le fait que l'UDPS, durant... parce que l'UDPS a vu le jour sous le maréchal Mobutu. Mais je vais revenir sur Kasavubu pour reprendre un peu la question. Et l'UDPS nous avait habitués en tant que cette grande opposition qui avait de l'impact indiscutable sur les populations. Et la parole de l'UDPS était plus qu'un évangile. Regardez, quand chaque fois qu'on lançait un mot d'ordre de ville morte, c'est toute la République. Et ça court-circuitait le tissu économique de la République. Alors, l'UDPS n'avait jamais parlé, ne serait-ce que du bien fondé de l'action ou de la gouvernance de Mobutu. De bout en bout, c'était l'incarnation du mal. Même sous les Kabila, c'était le même rythme, que tout était noir. Alors, la population avait du mal à comprendre qu'est-ce que Mobutu aussi a pu faire, comme les Kabila. Et aujourd'hui,
L'UDPS a du mal maintenant à accepter les critiques parce que les populations voudraient juger l'action de Félix Tshisekedi sur base de tout ce que lui disait. Bien que sur TV5 Monde, lui-même avait reconnu que bien de choses qu'il disait sur Kabila, c'était le fait de la diabolisation. Mais la population a raison de penser ainsi parce que lorsqu'un président arrive au pouvoir, on le juge sur 2 tableaux pour corriger les imperfections de son prédécesseur. Pour aller vite. Et pour se battre de son projet de société qu'il a pu défendre. Oui. Alors, je retourne maintenant à la question pour la reprendre dans son entièreté. Je crois que Kasavubu, dans les 5 années de Kasavubu, Kasavubu a fait preuve d'une très grande valeur, le respect du bien public. Il n'a pas fait l'objet d'enrichissement illicite. C'est Kasavubu. Oui, il n'a pas fait l'objet d'une vie de luxe, de la mégalomanie. C'est de Kasavubu qu'Étienne Tshisekedi a appris qu'après une mission, il faut retourner ce qui reste. Voilà, en gros, ce qu'a été Kasavubu. Pour lui, il ne faisait pas le pouvoir pour le pouvoir. D'ailleurs, quand on le déchoit par un communiqué, il était en train de se laver, ça passe en boucle par le haut commandement. Quand sa fille lui dit, mais tu vas où? À quel sa femme travail? Ou sa fille? Sa fille. Tu vas à quel travail? Oh non, mais je vais au boulot. Non, non, écoutez, le communiqué est en train de passer. Il a banalisé la chose, il a dit, bon, c'est la République, je ne voudrais pas m'engager sur une voie subversive, ceci ou cela. Voilà les valeurs de Kasavubu. Mobutu arrive. Mobutu, il pêche d'abord en termes de construction d'infrastructures. Le positif pour Mobutu, c'est que Mobutu se lance aussitôt. Il prend le pouvoir le 24 novembre 1965, c'est-à-dire la fin de l'année de 1965. Et déjà en 1966, Mobutu commence par les grands ouvrages. C'est en 1966 qu'il commence à construire la RTNC. Vous m'avez dit dans la discussion de couloir que l'avantage pour Mobutu, c'était d'avoir été proche de Lumumba. Oui, je vais évoquer tout cela, mais peut-être avec intermittence pour permettre la parole tour. Mobutu était, comme on dit, le petit à confiance de Lumumba. Ils étaient unis par plusieurs éléments. Entre autres, c'était des Anamongo. Lumumba Tetela, Mobutu Ngala. Et deuxième chose, ils étaient tous d'abord membres d'un même parti politique, le MNC. Tous recrutés par Joseph Ngalula Mpandangila. Le MNC, parti politique créé par l'abbé Maloula à l'époque, qui n'était pas encore créé cardinal. Mais lui étant prélat, il ne pouvait pas faire des meetings ainsi. Il engage Mpandangila. Donc Mobutu et Lumumba se retrouvent encore. Et plus tard, quand Mobutu revient de la Belgique, Lumumba se rend compte, suite à la déclaration du général belge Janssens, qui disait « Après l'indépendance est égal avant l'indépendance ». Lumumba alors, il s'est dit « Non, non, nous devons avoir nos propres officiers dans l'armée. On doit chasser tous les officiers militaires belges. » Et il se dit, bon, Mobutu revenez parce que toi, tu as déjà fait l'armée. Mobutu avait fait 7 ans dans la force publique avant de partir en tant que journaliste. C'est Lumumba qui nomme Mobutu colonel et commandant au commandement. Ainsi, Mobutu connaissait tous les projets, sinon la vision de Lumumba. Entre autres, l'unité nationale, le vivre ensemble. Pour Lumumba, que tu sois Moluba, que tu sois Mungala, donc tu peux postuler partout. Mais parce que Lumumba est élu député à Kisangani. Lui, il n'est pas Moussoaïli. Il est tété là du Kasaï oriental. Parce qu'à l'époque, le Kasaï oriental était, les tétés là étaient, le Sankourou, c'était l'un des 5 districts du Kasaï oriental. Mobutu savait tout cela. C'est comme ça que Mobutu a eu le temps à matérialiser la création de la Banque nationale. Parce que Lumumba n'acceptait pas, il se disait on ne doit pas avoir une banque pour nos 3 pays, Rwanda, Burundi et la RDC. On doit avoir notre propre banque, notre monnaie nationale et l'armée nationale. Mobutu a matérialisé tout cela. L'unité nationale, c'était le projet de Lumumba. Comme je peux dire dans une divagation, Stervos Niarchos, Adrien Mombele, qui disait que moi j'ai fait tout ce que disait mon initiateur Kula Mambo. Kolata, ça venait pas de lui. Il y avait quelqu'un. Et le Kabila arrive. Voilà. Leur acquis. Mobutu, d'abord on parle des acquis, c'est-à-dire la construction.
Mobutu, tout de suite, il trouve un ancien projet, vieux datant de l'époque belge, le barrage d'Inga. Mobutu matérialise tout cela. Déjà en 69, il n'a pas attendu longtemps. Tout ce que nous voyons ici, on a ce qui est maintenant l'hôtel Fleuve Congo, on a ici non loin de chez nous, ici, Sozacom. Tout cela, Mobutu a fait des grands ouvrages. Ici, tout comme à l'intérieur du pays. Et c'est un peu les acquis. Alors, l'unité nationale et l'intégrité du territoire national, Mobutu en a été champion. Et il a perdu tout cela quand maintenant il est tombé malade. Il a échoué sur la gestion économique et du moins nous prenons d'abord les acquis qui ne devraient pas nous échapper. Mouzé arrive. Mouzé, quant à lui, se dit il faut l'autoprise en charge. Premier élément, il se dit mais comment nous, un si grand pays, nous devons vivre, ne serait-ce que pour le manger, on doit aller importer le maïs en Zambie, en Tanzanie. D'où Mouzé crée le service national, qui a sorti ses effets du vivant de Mouzé. Malheureusement, il n'a pas fait long feu. Et puis Mouzé, c'était véritablement un nationaliste. Ne jamais trahir le Congo. Ça n'a pas commencé avec lui quand il est au pouvoir. Mouzé, alors qu'il était encore tout jeune, moins de 20 ans, 17 ans ou 19 ans, il s'est opposé à la sécession katangaise face à son grand leader Moïse Tshombe. Mouzé qui était comme le président de la jeunesse katangaise. Il a dit non, pour Mouzé, le Congo doit vivre en tant que pays, pas question de couper. Allez vite. Voilà, donc Mouzé, c'est vraiment un grand acquis. Ne jamais trahir le Congo. Malheureusement, il est parti aussitôt. Joseph Kabila arrive. Les acquis de Joseph Kabila. Premièrement, il trouve l'État qui n'existe pas. Parce que l'État, on a 3 grands éléments. Le territoire, on a les lois et la population. Il arrive, les 3 éléments étaient disséqués. Le pays est occupé par différentes rébellions à 67%. Jusque dans le Kasaï, le RCD était déjà là. Vous avez dans le Grand Nord la rébellion ougandaise avec Jean-Pierre Bemba. Et de l'autre côté, vous avez le RCD national, ainsi de suite. Il n'y a pas de constitution. Vous êtes dirigé par des décrets-lois. Il n'y a pas de budget. Mais Joseph Kabila réussit la réunification du pays, c'est-à-dire il recouvre l'intégrité du territoire national, qui est un des 3 éléments fondamentaux d'un État. Deuxième élément, on n'avait pas de loi. La Constitution qui est arrivée promulguée il en nous 2006. offre la Constitution. Donc l'objectif est de organiser le pouvoir, voilà, et limiter tout le pouvoir, le peuple congolais et créer maintenant la stabilité. Retrouve cette unité-là, c'est-à-dire vous pouvez partir de Goma, aller là-bas, c'est-à-dire la République se retrouve. C'est un acquis, Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il pourrait bien laisser à la nation? Je crois que le grand défi de Félix Tshisekedi en tant qu'un rejeton de l'UDPS, c'est l'installation de l'état de droit. S'il n'aura pas réussi à cela, je crois que tout le reste, il pourra nous dire j'ai fait une route, ainsi de suite. Nous ne sommes pas entrés dans ces détails-là. Le projet phare de l'UDPS, pour lequel le Congolais portait l'UDPS, qu'il soit de l'UDPS ou pas, c'était ça, l'avènement d'un état de droit. C'est-à-dire un état où tout le monde est sous l'autorité de la loi. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de protégés, il y a d'autres qui sont accessibles à la justice telle que nous le voyons et d'autres non. Ça crée des frustrations et ça divise, ça nous fait perdre même l'unité nationale. Donc je crois qu'en résumé, pour lui, le plus grand défi, c'est que lui doit nous laisser, c'est l'état de droit. Donc nous sommes partis en termes des acquis et on n'entre pas d'abord dans ce qui n'a pas été fait qu'on sort. Merci beaucoup. Philippe Kazadi, même temps d'antenne. 2 petites questions qui peuvent être grandes selon votre perception ou compréhension. Pourquoi et comment n'avons-nous pas su capitaliser les acquis dont parle Henri Tchimbalanga sur ce plateau, et le pouvoir actuel est inscrit dans quelle catégorie parlant des acquis ou encore tous les hauts faits dont Henri fait mention? Merci beaucoup. J'apprécie d'abord la présentation brève, mais des acquis laissés par les différents chefs d'État que nous avons connus dans le pays.
Ça prouve aussi l'expérience d'Henri. Je lui remercie pour ça, parce que je me disais, mais si on me pose la même question, que je vais encore dire. Je n'avais plus rien à dire. J'allais dire, je prends mon compte de tout ce qu'il a déclaré, puis c'est tout, on passe à autre chose. Mais pourquoi on n'a pas su capitaliser ces acquis? Justement parce que il y a un problème d'élite. Je crois que dans les acquis qu'il a relevés, nulle part il ne parle ne fût-ce que de la création ou de la formation d'une élite responsable. Joseph Kabila, en partant du pouvoir, il a déclaré que la seule chose qu'il regrette, c'est d'en avoir pas pu changer l'homme congolais. Ça veut dire qu'il sait, et Mobutu, en partant, avait dit, après lui, c'est le délégué. Pourquoi disait-il ça? Alors, ça veut dire qu'il connaissait à quel niveau il a laissé les Aïrois. Et Joseph connaissait à quel niveau il a laissé les Congolais. Parce qu'il n'a pas pu les changer. Et on peut même se demander qu'est-ce qu'il a fait pour changer cet homme congolais qui n'a pas été changé. Est-ce que c'est l'action du changement qui n'a pas été efficace ou il n'y avait même pas d'action du tout? Donc, il y a ce problème-là de la formation de la vraie élite dirigeante. Aujourd'hui, vous voyez les conditions dans lesquelles les étudiants sont formés chez nous et quel type d'intellectuels nous produisons. Vous allez vous poser la question sur l'avenir de notre pays. Vous allez vous poser la question sur l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, il y a la guerre, en fait, les égos qui priment sur toute autre valeur. Il y a l'envie du pouvoir pour le pouvoir, la quête à l'enrichissement rapide et facile. Donc nous avons donc une classe de mégalomanes qui s'installe et qui veut s'imposer coûte que coûte. Oui, c'est devenu totalement comme une culture parce que aujourd'hui, si vous accédez à un poste de responsabilité, déjà dans votre famille, on vous dira « Ah, c'est ton tour ». Maintenant, c'est notre tour, il est là, donc il faut tout lire. Vous comprenez? Et si vous dites non, je veux être comme Kasavubu, mais tout le monde se moquera de vous. C'est-à-dire qu'on a pris... On va même vous fuir. On va vous fuir, on va vous éviter, on va vous investir carrément. On va vous créer des problèmes. Vous savez qu'il y a même des gouverneurs dans notre pays qui ont des sérieux problèmes avec leurs assemblées, tout simplement parce que les députés provinciaux considèrent que les gouverneurs ne partagent pas. Quelqu'un m'a raconté même s'il n'a pas l'argent. Vous allez continuer, Philippe Kazadi. Mobutu, quand le coup d'État, on lui fait le coup d'État par... quand on lui fait le coup d'État par Mobutu, il ne savait pas où aller. Et maintenant, où allons-nous partir? C'est sa femme qui lui dit, maman Hortensia, allons à Boma. Il y a un immeuble que j'ai acheté, construit avec les petites économies quand vous m'avez laissé gérer votre salaire. Donc, c'était une classe politique qui n'était pas assoiffée du pouvoir et ni assoiffée d'argent. Qui n'était pas dans les excès non plus. Non. Est-ce que l'évolution négative de la société nous rattrape et justifie cet état de déliquescence? Oui, mais c'est pourquoi j'ai parlé du manque d'une classe politique et responsable. Une élite dirigeante et responsable. On n'en a pas. On n'en a pas. On a connu des figures rares, exceptionnelles, qui se sont distinguées à différentes périodes, mais englouties dans une majorité médiocre. Il y a plus de médiocres que des gens valeureux. Imaginez que Kasavubu, président de son État, ignorait où il pouvait aller après avoir quitté le pouvoir. Et c'est sa femme qui lui dit on peut aller telle place. Ça signifie que l'enrichissement n'était pas son lot, n'était pas dans ses habitudes, c'était pas son affaire au fait. Lui, c'est le pays. Et il ne s'est pas lancé à la course au pouvoir parce qu'il pouvait bien résister. Il pouvait tenter de résister ou tenter de faire renverser la situation ou monter une rébellion quelque part, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il a estimé que si je me lance peut-être sur cette voie de confrontation, des innocents vont mourir et c'est le pays qui va perdre, même en termes de temps pour se reconstruire.
peut-être qu'on n'aurait pas les infrastructures dont a parlé Henri Tshimbalanga tout de suite, que Mobutu nous a légué. J'étais dans une discussion hier sur un plateau de télé, et puis quelqu'un dit, mais la dette qu'on a effacée à l'époque de Joseph Kabila, c'était constaté. On a payé ou on a effacé? On a allégé. On a allégé. On a allégé par deux mécanismes. Une partie était payée pour atteindre le point d'achèvement, et une autre partie était assouplie par l'amélioration de la gouvernance. Ok. Voilà, donc c'était comme ça. Dans le projet de l'initiative Pays pauvres et très endettés. Très endettés. Voilà. Donc on a allégé cette dette-là. C'était une dette le stade des Martyrs était construit avec cette dette. Le barrage d'Inga était construit avec cette dette. La RTNC, ICCIZ, 14 milliards de dollars. Était construit avec cette dette-là. Donc vous voyez que Mobutu prend une dette, contracte une dette. Mais on met dans deux projets servir l'infrastructure durable. Et à l'époque de Mobutu, enfin, excusez-moi, de Kabila, on a appris que Évariste Bochab aurait détourné, je ne sais pas, aurait parce qu'il n'y a jamais eu de procès sur ça pour que ça soit cristallisé, mais aurait détourné, je crois, 32 millions de la SNEL. À Brazzaville. De Brazzaville, payé pas à Brazzaville. Mais ça, c'est l'argent venu du courant que nous vendons à Brazzaville. Et le courant vient d'où? De Inga. Inga, c'est une infrastructure laissée par Mobutu. Et l'infrastructure qui a été construite avec l'argent emprunté. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, curieusement, on a une dette croissante. Mais les effets de cette dette sur l'amélioration de la vie sociale ou sur l'amélioration des infrastructures, ne fût-ce que des infrastructures on le ressent pas, pays, ça? Je ne sais pas, vous êtes journaliste, autant que nous tous, vous pouvez quand même nous le renseigner. Moi, le problème, c'est qu'il faudrait que le président de la République, peut-être parler de Félix, d'où ma question, Philippe Kazadi, le régime actuel est inscrit dans quelle case par rapport à tout ce que Tshimbalanga a dit? Non, mais le régime a un mandat qui court. On ne peut pas, en cours de mandat, déjà imaginer ce que le pouvoir va laisser. Pourrait bien laisser. Au regard des signaux actuels. Alors, pourrait bien laisser. Henri a parlé de l'état de droit. Mais moi, je voulais ici épingler de l'amélioration de la situation sociale. Mais la situation sociale, son amélioration, c'est permanente. OK? Ça doit être une routine. Ça veut dire qu'il faut installer un système tel que les sociales du Congolais soient garanties. Il peut bien relancer les services nationaux qu'avait la Simosé, parce qu'on connaît les effets de ces services nationaux. Mais aujourd'hui, les services nationaux est conduit par le général Kassongo, et il y a quand même... il y a des bons résultats. Il y a des bons résultats. Pas quand même. Il y a des bons résultats. Donc, le chef de l'État peut appuyer très fort, donner plus de moyens au général Kanyama pour que Kassongo plutôt, pour que les services nationaux puissent produire davantage. Autre chose que le régime que j'aurais souhaité que le régime laisse, c'est la consolidation du processus d'alternance et la consolidation de notre constitution. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir par l'alternance pacifique. On a tous chanté ici, alternance pacifique, il n'y a pas eu de coup de balle, il n'y a pas eu de crépitement de balles, tout ça, il a pris le pouvoir. Je prie mon Dieu pour qu'il laisse aussi le pouvoir de cette manière-là. Ça va aider le pays à ne plus connaître des coups d'État et aider les pays à ne plus connaître même des mouvements de rébellion. Parce que le mécanisme d'alternance inscrit dans notre constitution permet justement à ce qu'on combatte le rébellion et on combatte le coup d'État. À partir du moment où tout le monde sait que vous êtes ambitieux, vous voulez être président de la République, battez campagne, parlez avec la population, gagnez la confiance de la population et vous pouvez devenir président de la République. Le mécanisme est tellement cristallisé dans la Constitution que personne d'autre ne pourrait aller tenir les armes. Et c'est même la difficulté. Quand Nanga aujourd'hui, parce que Nanga, même s'il a du mal à avancer aussi, c'est parce que l'opinion nationale n'est plus attachée à cette pratique de rébellion pour tenter de conquérir le pouvoir.
Et ça, c'est les fruits. Que dit la ça, Constitution par rapport à ça? Est-ce que la Constitution n'est-elle pas à comprendre, elle n'a pas une double entente à ce que vous dites, puisque la Constitution défend la prise de pouvoir par un coup d'État, par un renversement du régime constitutionnel. Oui. L'article 64 parle bien du renversement du régime constitutionnel. Oui. Mais à partir du moment où le pouvoir actuel nous a promis à changer la Constitution en mettant sur pied une commission interdisciplinaire, à partir du moment où il y a une réqualification de la majorité parlementaire en pleine législature, à partir du moment où il y a même eu des projets, à l'instar du projet 100 jours, piloté par la présidence, c'est au nom de quelles dispositions constitutionnelles que tout ceci a été fait? Est-ce que la crise profonde, la crise que nous connaissons actuelle, maintenant là, ne découle pas de cette situation? Pas forcément. Je crois pas forcément. Félix Tshisekedi accède au pouvoir par la voie des élections. Par la voie des élections, c'est ce qui a fait qu'il y ait remise et reprise civilisée, comme a dit Mende, entre Joseph Kabila le sortant et Félix Tshisekedi l'entrant. Moi, ce que je souhaite, c'est que Félix aussi, en sortant, il passe le pouvoir de manière démocratique et civilisée à son successeur. Maintenant, les éléments que vous évoquez... Comment vaincre les velléités de changement de la Constitution? Non, et il faut voir même l'attitude de l'opinion nationale. Quand on a lancé cette campagne, ça n'intéressait qu'un parti politique. Ça signifie que le peuple congolais est foncièrement attaché à la Constitution et à ses valeurs. Aujourd'hui, c'est difficile de convaincre le peuple congolais que cette Constitution est mauvaise. Mais on nous dit que cette Constitution ne nous permet pas les développements. Non, ça c'est les discours... Ça, c'est des discours politiques et politiciens. Mais moi, je ne veux pas rentrer dedans. Moi, je considère que je lis l'attitude ou la réaction de l'opinion publique nationale sur la question. J'estime que cette affaire n'a concerné qu'un parti ou sinon une tendance politique. Bien, merci. Okay? Une tendance politique qui, on sait qu'en modifiant ou en changeant la Constitution, il tirerait ses intérêts ou ses avantages politiques. Il faut, on dit, un parti politique s'organise, c'est une organisation pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Maintenant, pour la conservation du pouvoir, c'est là où il est plus dur. Parce que si vous voulez changer les jeux pour tenter de rester au pouvoir, vous allez alimenter les velléités justement des rébellions. Mais ne disons pas que, parce que on a parlé du changement de la révision de la Constitution, que on a vu l'M23 naître. L'M23 est né depuis bien avant que Félix n'arrive au pouvoir. C'est une suite logique c'est une suite logique de leur qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive de changement de la Constitution. S'il vous plaît? Mais la renaissance du M23 et l'AFC, c'est surtout après le projet non, qui a fait couler beaucoup d'encre. Nanga a rejoint le M23 avant qu'on n'ait pas du changement de la mais Constitution. Je crois que Henri peut bien se rappeler. Moi, personnellement, quand on a lancé cette campagne, j'ai dit qu'on peut reviser la Constitution sur des dispositions fragiles ou bien sur des dispositions faibles. Mais qu'on nous les présente. Merci beaucoup. Qu'on nous dise, voici telle disposition est handicapante, on peut la modifier, on peut la changer. Je suis partant de cela. Mais quant aux articles verrouillés, aux matières verrouillées, dans l'article 220, je ne suis pas partant pour leur changement. Merci beaucoup. Ça, je l'ai dit Philippe Kazadi. à maintes reprises, à toute liberté. On va entrer dans le débat en prenant le sujet d'actualité. Préparez-vous maintenant à une heure de discussion intense, d'analyse pointue et de révélations troublantes. Le grand débat commence maintenant. Vous avez suivi certainement l'actualité. Pétition contre Vital Kamerhe, des remous au niveau de la chambre basse du Parlement. Est-ce un effet d'annonce ou ce sont des réalités
hante le hall de l'Assemblée nationale. C'est de réalité. L'initiateur de la pétition, Mindoulé, un ancien de l'UNC qui a rejoint l'UDPS, a parlé, a fait une interview avec Jeune Afrique et il a annoncé qu'il soit plus de 125, je crois qu'il parlait même de 150 quelques des signatures. Donc ce n'est plus un effet d'annonce. La pétition est là, les signataires sont là. Maintenant, il reste à voir l'aboutissement du processus. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des signatures pour évincer les présidents de l'Assemblée nationale, encore que la procédure doit aller jusqu'au bout. Mais moi, là où je suis un peu choqué par cette démarche, c'est par rapport au contexte et par rapport aux motivations. Mindoulé, à prendre la parole, il donne le nombre de signataires ou des signatures récoltées. Mais ne nous donne pas les motivations de cette pétition. Pourquoi il a initié cette pétition? Qu'est-ce qu'on reproche à Vital Kamerhe? Et le contexte est-il prêt ou est-il apprêté à ces gens? Le contexte ne s'y prête pas? Non, à mon avis, non. À mon avis, non. Sachez que nous sommes... Le président de la République a dit dernièrement, lors du congrès de l'Union sacrée, qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors de son initiative. Ça signifie qu'aujourd'hui, on a plus d'une initiative de dialogue. Vous avez ECC Senko, qui avait été refusé par Kinshasa au tout début, avant que d'autres pasteurs ne rejoignent l'équipe et que l'affaire de route soit reçue, déposée, je ne sais pas si c'est accepté ou pas, par le président de la République, ou bien auprès du président de la République. Il y a Doha, vous avez Washington. À Doha, ça piétine, ça n'avance pas. Ils sont encore dans des préalables. Washington, aujourd'hui, personne ne parle plus de Washington. Vous avez Thabo Mbeki, Kinshasa a décliné les bons offices de Thabo Mbeki, ou l'initiative du dialogue prise par Thabo Mbeki. Et pendant ce temps, le président dit qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors de son initiative. Bon, maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qu'il attend pour alors lancer ces dialogues? Parce que visiblement, tout le monde est d'accord que la solution à la crise sécuritaire et politique actuelle, c'est le dialogue. Mais pourquoi le président ne lance pas le dialogue? Alors, dans ces contextes-là, où peut-être les chefs est même en train de réfléchir sur les mécanismes de lancer les dialogues, sur les participants, sur le format du dialogue, vous venez avec cette question-là d'évincer le président de l'Assemblée nationale, un partenaire, je dirais, privilégié du chef de l'État, parce qu'il a commencé au tout début avec lui, et on parle même aussi de l'éviction de Samuel Kondé. Pourquoi au même moment? Donc, on veut chambouler, on veut renverser la table la configuration institutionnelle au Parlement pour mettre de nouveaux animateurs. Et on sait quel temps ça va nous prendre pour que on remplace. Si jamais ils sont évincés, Kamerhe et Samuel Kondé, il y aura des conciliabules, des négociations à gauche à droite, discussions interminables, réunions éternelles, ainsi de suite. Est-ce que dans ces contextes-là, on peut vraiment objectivement dire que ce qu'on reprocherait qu'on ne sache pas à Vital Kamerhe n'a pour solution que son éviction? Aujourd'hui, je crois, non. Pour vous, qu'est-ce qui se cache bien derrière cette pétition ou cette initiative de vouloir déchoir le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe? Est-ce une initiative légitime ou il faut y voir une manœuvre politique bien calculée? C'est légitime. C'est légitime et à la fois une manœuvre politique. C'est légitime parce qu'en tant que député national, Mindoulé pouvait bien initier une pétition et récolter des signatures. Donc c'est légitime, prévu par la loi. Mais c'est une manœuvre politique parce qu'il n'a pas réfléchi par rapport au contexte. Et ce qui prouve que ce qui prime dans le chef de Mindoulé, l'initiateur de cette pétition, ce sont ses intérêts politiques et non l'intérêt supérieur de la nation. Pour l'instant, l'intérêt supérieur de la nation, c'est la paix. C'est la recherche de la paix. C'est la recherche de la sortie de la crise sécuritaire dans laquelle nous sommes embourbés depuis bien longtemps. Alors, est-ce qu'une telle pétition, pour l'instant, va renforcer cette dynamique vers la solution? Je ne crois pas.
Et je doute fort même que les députés Mindoulé soient en train de travailler en faveur du chef de l'État. Dans le coulisses, on apprend qu'on reproche à Caméré d'avoir demandé le dialogue. On dialogue avec le M23, avec tout le monde. Il y a un dialogue inclusif entre Congolais. On dit non, mais pendant ce temps, Kabila est en porte-à-faux avec le pouvoir en place. Nanga a touché aux armes, mais a touché aux armes, il y a quand même négociation à Doha. Et voilà, donc on lui dit pourquoi il a tenu ce genre de déclaration. Moi aussi, je tiens ce genre de déclaration. Pourquoi on voit mal tout ce que dit Vital Caméré, mais après on se rend compte que le temps finit toujours par lui donner raison. On risque de commettre l'erreur qu'on a commise en laissant avancer l'M23. Avant la prise de Bunagana, je vais finir par là, avant la prise de Bunagana, moi personnellement, j'ai fait des articles où j'ai demandé à Kinshasa de négocier. Pourquoi négocier? Parce que sur le plan militaire, nous avons démontré notre faiblesse. Tant que vous n'avez pas le pouvoir d'imposer la paix, d'imposer la sécurité, vous n'avez qu'un choix, c'est de négocier. On n'a pas négocié au moment où il fallait. On a laissé avancer l'ennemi. Il a pris de l'épaisseur. Et aujourd'hui, il a des prétentions qu'il ne pouvait pas avoir hier. Alors aujourd'hui, là aussi, tout le monde est d'accord qu'il faut un dialogue. Mais on tergiverse, on fait du surplace. On n'avance pas, on n'indique pas les caps. On ne dit pas, à défaut de toutes les initiatives refusées. Senko, ECC, Tabombeki, Doha, ça n'avance pas, tout ça. Quelle initiative au niveau national prise par le chef de l'État dans ce sens-là, du dialogue? Parce qu'il sait que si lui ne prend pas l'initiative, il n'y aura pas de dialogue. Donc s'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, c'est la responsabilité du chef de l'État. Donc, en lisant sa propre communication. Donc s'il n'y a pas de dialogue, c'est le chef de l'État qui n'a pas encore pris l'initiative. Va-t-il prendre l'initiative tardivement ou il pense qu'à tout moment qu'il prendra l'initiative, ça sera opportun? Est-ce qu'a-t-il la notion de l'urgence? Je crois qu'il mesure la gravité de la situation au regard de toutes les informations à sa possession et qu'il estime qu'il peut encore attendre. Au demeurant, celui qui sera tenu responsable de ce qui va arriver sans la tenue du dialogue ou la tenue tardive du dialogue, le chef de l'État, celui qui a gagné les élections, celui qui a gagné la confiance de la population à travers les élections, celui qui a un mandat et celui qui devrait s'empresser à installer la paix au pays. Parce que sans paix, sans stabilité institutionnelle, il n'y a pas de développement possible. Merci beaucoup. Voilà. Nanga, excusez je termine, Nanga et compagnons n'ont pas besoin de la paix. Ils n'ont pas besoin de la paix, ils nous trompent. C'est leur plan. Ils n'ont pas besoin de la paix parce que déjà, ils contrôlent des territoires entiers, des territoires riches en ressources naturelles. Aujourd'hui, Nanga, c'est peut-être un milliardaire. Il ne dit pas son nom. Il n'a pas besoin de la paix. Il veut que cette situation quand le pouvoir refuse de dialoguer, ce sont des faiblesses que voilà, donc, les belligérants c'est lui qui devrait s'empresser à résoudre cette crise pour que la paix s'installe, pour que nos populations reviennent dans leur maison. C'est le gouvernement de Kinshasa, c'est le président de la République qui a reçu le mandat de sécuriser la population. Alors, si cela n'est pas fait, en temps, je crains que demain, il soit tenu responsable. Mais bien, merci. Henri Tchimbalanga, qu'est-ce qui est fait en ce moment pour peut-être organiser l'armée en attendant peut-être le dialogue en vue dont l'initiative peine à être prise, comme l'a dit Philippe Kazadi. Et c'est pendant ce moment que les députés décident d'initier une motion contre Vital Caméré. Alors, selon vous, à qui ça profite? Je crois que ça ne profite à ce désordre-là, parce que personne ne va en bénéficier. Commençons par lui-même, le président de la République. Il sera le grand perdant, parce que Philippe a soulevé un point capital pendant la première prise de parole. Il a évoqué la qualité de cette classe, de l'élite. Et je pense que c'est tout ça là, c'est l'élite, effectivement.
On a eu ce malheur-là, je dis ça comme ça, parce que Kassavou Bouete est un universitaire. Regardez comment il s'est comporté avec l'éducation du séminaire. C'est de lui que même Étienne Tshisekedi, Premier ministre, il exigeait à ses ministres, vous revenez d'une mission, retournez le reste. Même le stylo, il leur avait dit, nous quittons les affaires, laissez même les stylos qui ont été achetés avec l'argent de l'État. Et je crois que c'est ce comportement-là qu'a raté Félix Tshisekedi. Il commence par là, il revient des missions, il retourne l'argent. Mais c'est cette élite-là qui a su désorienter Mobutu en lui faisant des textes pour faire de lui un véritable monstre, et maintenant il les a tous échappés. C'est cette élite-là qui est à la base aujourd'hui de ce que vit Joseph Kabila, qui lui a fait croire à autre chose, d'où il a raté de conserver le pouvoir par le PPRD, et le pouvoir est parti tout bonnement. C'est cette élite-là qui amène Félix Tshisekedi dans d'autres choses, et lui-même il révèle au micro de la RTNC et Top Congo FM, c'était à Goma, il dit que non, mon salaire, je ne m'intéresse pas parce que ce qui me reste au retour de mes missions ou de mes voyages me facilite à faire beaucoup de choses. Vous allez comprendre qu'il y a une intervention des intelligences qui ne sont pas pour l'intérêt suprême ou le salut du peuple congolais, mais en se battant pour gagner confiance dans la personne du président de la République, il amène dans un trou noir. Et au final, s'il ne comprend pas, c'est lui qui va payer cher. En dessous de tout ce qui se dit, les députés, entre autres, cette histoire de dialogue-là, parce que là, c'est principalement l'UDPS qui reproche à Vital Kamerhe que lui, il est traître. Parce qu'il a commencé depuis longtemps à pousser le président à aller négocier. Mais le reste, les députés disent même que sous Vital Kamerhe, on n'a pas eu de... Mais le président n'est pas un petit enfant à qui on doit tout dire ce qui est bien ou bon pour lui. Mais écoutez, quand vous faites confiance en des gens qui se présentent comme des gens qui ont plus étudié que vous, parce que c'en est le cas. Mais vous, si Vital Kamerhe aujourd'hui, il porte à jamais le costume de traître, c'est parti d'où? Souvenez-vous. C'est quand il était président de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila. Or, Vital Kamerhe n'en était pas traître. Il avait dit seulement que les troupes étrangères, on les fait venir sur le territoire national sans que le Parlement en soit informé. Ça lui a coûté tout. Et qui sont allés dramatiser ces propos? Mais ce sont les docteurs et les professeurs. Pour aller envenimer, faire gober à Joseph Kabila qu'il t'a humilié publiquement. Et Joseph Kabila s'est laissé emporter. Et depuis lors, Vital Kamerhe sent le parfum de traître. Alors que lui a été constitutionnaliste. Il avait défendu la Constitution face à cet acte-là. Et tout ce qu'il fait, ça le suit. Ce costume-là de traître ne le quitte jamais. Souvenez-vous avec cette histoire-là de 15 millions de dollars. Est-ce qu'un Dirka a bâti la signature pour aller sortir l'argent? C'est pourquoi le président même, dès qu'il arrive, il trouve Jules Alinguet qui avait déjà lancé les enquêtes autour de cette histoire de 15 millions. Il a stoppé. Qui vous a autorisé de démarrer cette enquête? Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu enquête. Au contraire, le président a dit, c'était au micro de Sylvie Bongo, que chez nous, la rétrocommission est légale, comme pour dire, donc laissez Vital Kamerhe tranquille. Rentrons sur le sujet. Alors, et quelles conséquences pourraient entraîner cette pétition? C'est d'abord dans les deux chambres du Parlement et l'Union sacrée. On a assisté à la dernière réunion ou au deuxième congrès de l'Union sacrée. À quoi nous sert justement cette plateforme politique que porte le président Félix Tshisekedi? C'est une plateforme d'abord basée sur l'hypocrisie. Tous ces gens qui sont là-bas ne sont pas là pour l'aider, c'est pour leur positionnement. Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas d'idéal. La preuve, pourquoi il le laisse même aller diriger ce congrès-là, lui, président de la République en fonction? Pourquoi? C'est inconcevable. Inconcevable. C'est contre toutes les dispositions pertinentes. Et regardez, Mbata aujourd'hui, ça le rattrape dans le même cadre. Qu'est-ce que ne disait-il pas sous Joseph Kabila? Que de sa mémoire de constitutionnaliste, il n'a jamais vu
Dans un pays donné, le gouvernement, toutes les institutions forment une plateforme politique dont l'autorité morale est le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est Mbata, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, et qui est leur chef. Et le président de la République. À qui on reproche beaucoup de choses. Qui vient même diriger même le Congolais. Les critiques viennent de l'extérieur. La méthode jugée quelque peu autocratique du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, il se pose. L'Union sacrée a des critiques. Mais tout à fait. Parce que même le chef, il parle même de la nation dans le congrès. Il prend même des décisions dans un congrès de cette histoire-là. Ce n'était pas le cadre approprié? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, ça n'engage pas les Congolais cette histoire-là. Ce sont des gens qui vont se battre pour avoir leur positionnement ou des ministères ou ainsi de suite. Regardez. Vous avez soulevé des questions pertinentes et j'ai apprécié toutes les réponses de Philippe parce que si on commence à rêver à être éternel au pouvoir, d'où on doit changer la constitution, d'où on doit faire ceci, mais exactement à part l'UDPS, les Congolais n'ont pas adhéré à ça. Parce que ce qui devait être essentiel, est-ce que les détournements sont-ils constitutionnels? Non. Cette constitution n'a pas permis les détournements. Est-ce que l'injustice sociale, où vous avez des salaires monstrueux, mais les fonctionnaires n'ont presque rien. Regardez la rentrée scolaire, nous sommes déjà à la fin de la première semaine. Il n'y a rien dans la rue. Les gens n'arrivent pas à s'y prendre. Avec le système, les exigences d'acompte, vous devez payer les acomptes dès la rentrée. Ça devient lourd. Parce que les salaires ne suffisent pas. Tant bien même, il faut manger d'abord, c'est ce qui est essentiel. Le salaire a un caractère alimentaire. Comment vous allez arriver maintenant à payer les études? Alors, je parlais des conséquences de cette pétition qui vise à changer la configuration institutionnelle. En ce moment ici, Philippe l'a bien dit, ça ne va pas profiter à Félix Tshisekedi. Il est dans une posture fragile. Écoutez, d'abord, il ne faut pas qu'il puisse donner l'impression que tous ceux qui ont été alliés à lui, il n'a fait que les écraser l'un à un pour des motifs qui par la suite se révèlent être des motifs bidons. On a par exemple, François Béa. Pour quel motif il a été humilié? Parce qu'il a dit que le président mange le foufou. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a quel motif? Le coup d'État, un seul individu, un civil de surcroît, il va faire un coup d'État. Mais c'est parce que, je suis en train de dire ça, vous écrasez des gens qui travaillent pour vous, qui sont utiles pour vous, mais pour quel motif? Bon, aujourd'hui, on a vu, il y a l'épisode Moutamba, on va en parler comme il y a un sujet, mais il y a à boire et à manger, il y a tout dedans, il y a de la confusion totale. Vital Kamerhe qui a été l'unique allié, tous les autres ne sont venus que quand Tshisekedi a été proclamé président et par la suite. Mais le seul qui l'avait suivi de Genève jusqu'à Nairobi, c'est Vital Kamerhe, qui ne savait même pas s'ils prendront le pouvoir ou pas. Mais quel est le traitement réservé à Kamerhe depuis que Félix ils sont au pouvoir? Alors, quelle devrait être justement la réponse de son président Félix comme le président face à cette situation, étant le garant du bon fonctionnement des institutions? Au-delà du garant du bon fonctionnement, il est le chef de cette majorité-là. D'où il a le levier politique pour dire à ses ouailles, arrêtons d'abord. En même temps, il veut déstabiliser la Chambre basse. En même temps, il va laisser déstabiliser le Sénat. Et ça va aller dans tous sens jusqu'à ce qu'on va lui dire, voilà, il est en train de défenestrer les... Vous connaissez la rhétorique, les swahiliphones. Donc, en ce moment ici, tel que Philippe a évoqué, que le moment ne s'y prête pas. C'est pour éviter toutes ces histoires-là. Ça va commencer à être repris en boucle. Alors, moi, je ne pense pas que ça en vaut la peine. S'il y a des députés en coulisses qui disent que sous Vital, on n'a pas eu des jeeps, nous sommes des députés piétons. Lui, le président, avait promis de nous en donner encore, mais c'est Vital qui bloque. On ne nous a pas augmenté. Mais finalement... Il va bloquer. Donc, le problème est qu'ils ne disent pas clairement quelle est la motivation pour ces pétitions-là. Merci beaucoup. On clôt ce premier sujet d'actualité. On prend le deuxième de l'émission. La tribune de Joseph Kabila qui a fait l'effet d'une bombe à Kinshasa.
On va décortiquer et chercher à en comprendre le sens. Et Philippe Kazadi, vous avez la parole pour 2 minutes. Faut-il voir l'expression d'un homme en difficulté ou une stratégie habile et s'attirer la sympathie de la population ou un coup de sémence contre le pouvoir de Kinshasa? Joseph Kabila a fait cette tribune et puis il ressasse le raté, sinon le point faible de Tshisekedi, en parlant des arrestations des soldats, des généraux, en parlant de la corruption, il a relevé tout un tas de choses, mais j'aurais voulu que ça vienne de quelqu'un d'autre, pas de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été président de la République et à son époque, ça n'a pas été mieux. On a connu aussi des arrestations, même arbitraires à son époque. On a connu aussi de la corruption, des détournements. On a parlé des Bouchab ici. Le problème avec le Félix Tshisekedi, ou je veux dire même son avantage, c'est qu'il est le seul qui sait se tirer la balle au pied. Il est le magistrat suprême de notre justice, le premier magistrat, mais il déclare que la justice est malade. C'est pour, moi je prends cette déclaration comme un appel à la conscience collective. Parce qu'on ne peut pas dire que non, c'est lui le président, et donc c'est à lui seul qui revêt la responsabilité d'organiser la justice. Non, il n'y a pas de magie. Chaque Congolais doit jouer son rôle là où il est. Et ça n'a pas été mieux à l'époque de Kabila. Donc aujourd'hui, quand il fait ce genre de déclarations, c'est justement pour se refaire une santé politique, c'est justement pour qu'on parle aussi de lui comme on le fait maintenant. Et il cherche à s'attirer la sympathie. Il cherche à s'attirer la sympathie de la population. Mais le plus grave, cher ami, c'est que c'est la situation du pays actuel qui permet à ce que même Kabila prenne la parole. En temps normal, il ne parlerait pas. En temps normal, il ne parlerait pas. Si on n'a pas autant de détournements durant le mandat de Félix Tshisekedi, Kabila ne parlerait pas. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des exilés, je dirais des façades. Quelqu'un qui passe son avion ici, pouf, et puis il arrive en Europe, dit « Je suis exilé politique ». Mais à l'époque de Kabila, on en a connu des vrais. On en a connu des vrais. Quand vous dites que Kabila chercherait à s'attirer la pitié ou la sympathie des Congolais, est-ce pour dire que sous mon pouvoir, les pays se portaient mieux? Oui, c'est ça qu'il sous-entend. C'est ça qu'il sous-entend par sa communication. A-t-il tort ou raison? Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que ça dépend des angles. Et ça dépend de secteurs. Quand il parle de la justice, quand il parle de la sécurité. Non, mais la justice. La justice à l'époque de Kabila, je crois que ça n'existait même pas. Il parle du dialogue, il parle de la sécurité, et il parle des armées étrangères. Et tu sais qu'il lui-même qui se présente comme un obstacle même au dialogue que lui demande dans sa tribune publiée dans Jeune Afrique. La justice à l'époque de Kabila, je crois que ça n'existait même pas. Le seul procès dont j'ai souvenir qui m'a impressionné à l'époque de Kabila, c'est le procès par rapport à l'assassinat de Rossi Mukendi, mon ami. Rossi Mukendi. Parce qu'on a vu le responsable de la police être condamné par rapport à ça. Mais le reste, on a assisté au saccage du siège de l'UDPS. Même pas saccage seulement, on a tué des gens au siège de l'UDPS. On n'a jamais eu justice sur ça. Il y a beaucoup. Franck Kingi qui est mort. Le procès où? Aujourd'hui, nous sommes dans les statu quo. Vous comprenez? Où la situation a positivement évolué. Non, c'est-à-dire, j'ai dit secteur par secteur. Aujourd'hui, on a quand même une justice qui tient un procès et qui condamne des gens. Vous faites allusion à quel procès, par exemple? Je fais allusion au procès des Camérés. Il a été condamné et après, ensuite acquitté. Donc, la justice a fait son travail. Aujourd'hui, on a le procès Moutamba dont on va parler.
il est ministre de la Justice en fonction, condamné, aujourd'hui, gardé quelque part. Mais à l'époque de Kabila, on a parlé de Bochab ici. Je n'ai pas voulu, je ne pouvais pas dire qu'il a détourné l'argent parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de procès pour que cette infraction soit cristallisée et qu'on en parle publiquement. C'est pourquoi j'avais employé le conditionnel. Mais on connaît des choses comme ça à son époque qui n'ont pas été faites. Je vous dis. Comment voyez-vous, sous quel angle voyez-vous la tribune de Joseph Kabila en une minute? Est-ce en même temps, ce n'est pas une interpellation qu'il lance au président Tshisekedi? Par exemple, quand il parle du tribunal de l'histoire, l'histoire nous jugera. Aujourd'hui, Kabila et Tshisekedi sont dans un affront. Tout le monde le sait. S'ils se rencontrent même dans un couloir conseil, ils peuvent se boxer. Ils sont dans une animosité, je dirais, indescriptible. Ils sont arrivés à un point de non-retour. Ils sont arrivés à un point, non, ce n'est pas de non-retour, mais à un point culminant de leur désaccord. Mais ce que je veux, c'est que les deux puissent privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Comment peuvent-ils Vous remarquerez que quand le chef de l'État part du dialogue et qu'il refuse, qu'il n'initie pas encore ces dialogues, qu'il ne convoque pas encore les dialogues au niveau national, parce qu'il n'est pas encore arrivé à convaincre tout le monde que ces dialogues ne soient pas inclusifs. Et quand on dit inclusif ou l'inclusivité du dialogue, signifie la présence de tous les leaders. Mais le chef de l'État ne supporte pas encore la présence de Kabila. Dans ces forums-là, qui pourraient avoir lieu. C'est ça qui bloque. Le jour où le chef de l'État va se dire, bon, je me surpasse, j'abandonne des querelles individuelles que j'ai avec Kabila. Je vais voir Kabila face à face. Je peux le voir face à face, je peux discuter avec lui face à face. Je convoque le dialogue pour qu'on aplanisse nos différences. Nos différends plutôt. Il va convoquer le dialogue. Peut-on s'accorder à dire qu'aujourd'hui, c'est Kabila et Tshisekedi qui sont comme une sorte d'obstacle à ces dialogues? Mais c'est les deux. Parce qu'ils ont commencé FCC cash. Ok, vous avez relevé ici que le début était peut-être là. Le renversement de la majorité parlementaire. Kabila n'a jamais digéré ça. Jamais. Jamais digéré. Et c'est ce que les présidents de la République, convaincus que Kabila n'a jamais digéré ça, et lié aux déclarations de Kabila qui soutient par exemple le cahier des charges des M23, il voulait facilement que Kabila derrière les M23. Et on peut comprendre aussi ça. Parce que Kabila n'a jamais digéré que sa majorité lui soit ravie. Mais en cours de mandat, il a dit dans sa communication. Mais quand on refuse de dialoguer, Philippe Kazadi, j'aimerais un peu comprendre, quand le président précise qu'il ne va pas surtout dialoguer avec des Congolais inféodés au dictat des puissances étrangères, ma question c'est de savoir comment maintenir l'élan de discussion enclenché à Doha et comment intégrer les résolutions qui seront prises à Doha si, à l'échelle nationale, il n'y a pas un dialogue inclusif. Non, il y aura un dialogue. Il y aura un dialogue et inclusif aussi. Parce que le temps, c'est le meilleur conseiller de nous tous. J'ose croire que le temps qui passe finira par avoir raison sur le chef de l'État et sur Kabila pour que les deux puissent mettre de l'eau dans leur vin et que finalement, ils se décident de se rencontrer. Merci beaucoup. Il faut que finalement ils décident de rencontrer et de parler pour l'intérêt supérieur de la nation. J'ai suivi quelqu'un, je vais finir par là, excusez-moi, quelqu'un de l'UDPS dit au chef de l'État, faites très attention, Kabila cherche à revenir au pouvoir. Et si Kabila revient au pouvoir, Fachi, tu ne survivras pas, il va te pourchasser, il va te tuer. Vous comprenez un peu ce genre de discours? Ça signifie quoi? Que sûrement, il y en a qui disent au chef de l'État, mais si tu quitte les pouvoirs, c'est fini pour toi, Kabila va t'avoir. Mais quand il va quitter les pouvoirs, Kabila n'est pas non plus au pouvoir, les deux seront pris en charge par l'État comme des anciens chefs d'État. Tous les deux sénateurs à vie, ils siégeront là-bas à l'Assemblée, au Sénat. Et donc,
Moi, ce que je proposerais, c'est que le chef de l'État, dans les cas de l'Union sacrée, ne puisse pas commettre l'erreur qu'avait commis Kabila avec la FCC. Merci beaucoup. C'est de préparer un dauphin. Oui, en ce de moment... préparer celui qui va prendre le pouvoir après lui. Il a tout le moyen pour l'instant de préparer celui qui va prendre le pouvoir après lui. Nul n'est éternel. Mobutu a fait 32 ans, il est parti. Et aujourd'hui, on ne parle même plus du MPR. Je ne voudrais pas, en tout cas, je veux me mordre le doigt si demain on ne parle plus de l'UDPS parce qu'il n'a pas préparé les dauphins. C'est impossible aujourd'hui qu'on puisse imaginer que nous avons une jeunesse comme celle du Cameroun, nous avons une classe politique comme celle du Cameroun qui accepterait d'avoir un président à vie. Ce n'est plus possible. Il prépare un dauphin et qui va lui assurer la sécurité, qui va lui assurer tout ce que Kabila attendait de lui et qui n'a pas pu, Kabila n'a pas pu obtenir. C'est la garantie qu'il faut avoir. En tout cas, en ces moments cruciaux, en ces périodes pour le moins cruciales, il est important de ne pas prêter attention à ces gens qui, avec l'air vénère, racontent n'importe quoi sur le plateau de télé. Il ne faut pas leur prêter attention. Henri Chibalanga, est-ce un dernier avertissement que Kabila donne à Tshisekedi, une stratégie habile de chercher à s'attirer la sympathie? Quelle lecture faites-vous de cette tribune de Joseph Kabila? Bon, au-delà du fait que c'est un avertissement, oui, mais comme aussi un conseil tiré d'une réalité, lesquels Joseph Kabila est en train de subir. Je crois qu'après le pouvoir, il se rend compte que je suis maintenant nul. Je peux être giflé à tout moment par qui que ce soit. C'est comme ça qu'il le lui dit. Quand il parle d'un jugement d'avenir, c'est-à-dire que tu es au pouvoir, tu as l'abri de tout, mais après le pouvoir. Mobutu a vécu ça. Dans quelles conditions? Le maréchal est décédé. Il n'y a pas eu deuil. Le pouvoir renfort, après le pouvoir, on redevient qui pouvait s'imaginer que Bobila Dawa puisse dire que mais je vais rentrer, je ne voudrais pas aller en famille. Elle ne trompe pas. Leur résidence partout à Badolite, c'est maintenant en ruine. Tout a été pillé, même en Bandaka, ça ne fonctionne plus. Mais qui pouvait imaginer un seul instant? Vous voyez, 32 ans, le grand maréchal, et aujourd'hui, c'est un problème sérieux pour lequel, moi, je dirais, la République devrait résoudre, lui trouver un endroit à charge de la République, parce que c'est notre histoire. Quand on traite mal ceux qui sont passés, eh bien, tout le monde sera traité ainsi. Joseph Kabila est en train de subir le manque de cette obligation-là d'un parti politique. Conserver le pouvoir. C'est ce que Philippe est en train de dire en termes de conseil à l'UDPS. Et ça va aller dans ce sens-là, parce que jusqu'aujourd'hui, l'UDPS n'est qu'à couteau tiré entre eux-mêmes, l'UDPS contre l'UDPS. Et c'est ce qui s'était passé sous le PPRD. Ils avaient un champion à l'époque qui devrait être imbattable, qui pouvait battre Moïse Katumbi à cette époque-là. Mais le PPRD a tué son propre challenge, son propre élément, Moïse Katumbi. Ils l'ont détruit eux-mêmes par cette élite-là qui se disent que nous, on a des grands diplômes, mais non, pas ces messieurs ici. Et pourtant, c'était le neuf du PPRD qui allait prendre sans discussion la relève de Joseph Kabila. Ils l'ont tué et le pouvoir est parti. Aujourd'hui, Joseph Kabila est dans l'errance, il faut le dire. Le Congo lui manque. Il n'est pas à l'aise partout là où il est. C'est pourquoi vous l'avez vu même venir dans la zone occupée. Est-ce qu'il était content d'être là-bas lui-même? Mais non. C'est le Congo profond qui, maintenant, il a besoin de ça. Mais à cause de cette manque de lucidité, qu'aujourd'hui, si Félix Tshisekedi ne tire pas attention, ne tire pas leçon de cette histoire, Mobutu malade, Etienne Tshisekedi est allé le voir. Mobutu n'a pas compris qu'il était temps qu'il organise sa suite. Vous pensez que si Mobutu avait compris que bon voilà, prenez le pouvoir, organiser les choses, Mobutu allait mourir ici, on allait faire un très grand deuil. Mais suite à son dernier revirement, toujours sous impact des gens qui ont des querelles entre eux, souvenez-vous quand il nomme Kengo avec mission d'établir la rigueur dans la justice.
Mais c'est toujours les caciques qui sont allés le voir. Ah non, ça ne va pas. Rigueur pour rigueur. Ça ne va pas avec ton Mundele là-bas. Et Mobutu fatigué, il va à Kinkoli, il fait un meeting. Rigueur pour la rigueur, non. Je ne dirige pas les moutons, ce sont des hommes. On déchoit Kengo. On n'aime pas la rigueur. Alors, qu'est-ce que justifie en ce moment cette communication pressante et incessante de l'ancien président Joseph Kabila? Hier, c'était un homme taiseux, Oui. dont la parole était rarement libérée. Mais aujourd'hui, on le sent dans une autre posture. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui a changé ou quelque chose qui ne va pas. Mais ils connaissent qu'est-ce qu'il y a exactement entre les deux. Tout ça, c'est une bataille politique entre les deux. Et exactement, Philippe l'a si bien dit, si Félix Tshisekedi ne veut pas entendre de cette inclusivité-là, c'est parce qu'il sait qu'ils ont des choses que lui reprochera à Kabila et Kabila lui reprocherait dans ce qu'ils ont fait pour aboutir à cette histoire-là de passation civilisée. Kabila ne s'en était pas caché quand il parle de la majorité qu'on a raflée en plein mandat. En plein mandat. Et il a vu que je perds maintenant tout, je n'ai plus de sécurité sur que ce soit ma famille, que ce soit mes biens là-bas. Vous voyez, même sa famille n'est plus à l'aise dans ce contexte. Alors c'est à ce niveau-là que les deux doivent transcender. Ils doivent accepter que laissons le Congo évoluer. Kabila peut dire, bon, écoutez, moi, je n'ai plus besoin de venir à ce dialogue-là. Faites-le pour le bien-être du Congo. Et Tshisekedi peut aussi dire que, bon, écoutez, Kabila, venez. On doit se surpasser. C'est ce qui manque parmi les deux là. Mais ce n'est pas un point de non. Mais dans sa tribune, il s'adresse à Tshisekedi. Il appelle à la responsabilité. Et aussi, il s'adresse à la communauté internationale. Pourquoi la communauté internationale? Mais écoutez, nous sommes dans une réalité telle que la communauté internationale a toujours agi. Regardez quand Félix dit que ceux qui dépendent du dictat de la communauté... Mais c'est faux. Mais lui, quand il avait dit jamais il ne parlera au M23, jamais il ne parlera à Kagame. Mais la communauté internationale, il est allé chercher des médiateurs. Qui sont-ils? Ils sont des Congolais. Doha n'est pas congolais. Trump, Washington n'est pas congolais. Ils sont qui? Mais ceux-là ont imposé contre ces jurons. Lui qui jurait, jamais on l'a mis en face de Kagame à Doha par les bandibous, encore moins les Arabes là-bas. Et aux États-Unis, on nous fait signer. La RDC s'engage avec le Rwanda à fournir les minéraux sur le marché mondial. Mais alors, il parle de quelle communauté internationale? C'est le dictat de ces gens-là qui ont dit, nous, on ne va pas investir. Ils avaient donné deux exigences principales. La première, il doit y avoir un accord de paix entre toi et Kagame. Kinshasa et Kigali. Deuxième exigence, il doit y avoir un accord de paix entre Kinshasa et le M23FC pour chuter maintenant sur la troisième signature qui est ce deal-là. C'est le dictat, oui ou non? Il parle de ceux qui sont inféodés au dictat. Est-ce que c'est celui qui est le plus inféodé par rapport à ceux qu'il attaque? Mais j'ai démontré ça ici. Ils ne peuvent pas s'échapper. Un État aussi faible que nous le sommes ici, on n'a pas une armée qui soit capable de défendre l'intégrité du territoire national. Bon, il se retrouve là-bas. C'est le dictat de Washington. Est-ce que lui était parti là-bas pour demander qu'on nous réconcilie avec Kagame? Non, il est allé, je pense, dans l'optique que les États-Unis viennent écraser pour lui Kagame. Prenez ça et écrasez-moi ce monsieur-là. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, venez signer avec lui. Alors, dites-moi, c'est ça le dictat. Contrairement à ces jurons, je l'ai bien dit, quand quelqu'un jure sur sa parole, et puis, tu signes le contraire. À Doha, ils se sont serrés la main avec Kagame. Donc, je pense que ce sont des motifs qui ne tiennent pas. Vous dites que ceux qui ont tué les Congolais, on ne peut pas dialoguer avec eux. Mais Kagame, qui est-il? Depuis 30 ans, il tue quoi? Les moustiques? Il tue les moustiques congolais, donc il ne tue pas les citoyens congolais. Alors, tu vois qu'il n'y a pas de raison. À quoi nous serviraient ces dialogues véritablement, Henri Tshimbalanga? En une minute, on est à la fin. Le dialogue est important parce qu'il y a des causes profondes. Vous savez, quels seront les thèmes qui seront abordés?
Évidemment, moi, je dirais que la stabilité, ou sinon la surexistentialité de la RDC. Pourquoi la RDC a du mal à exister? Et pourtant, nous avons une constitution, nous avons l'État, nous avons les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la culture de respect des textes. C'est ça le plus grand problème. Vous voyez, quand la fin du mandat approche, on commence à imaginer des choses. On doit toucher ici, on doit déverrouiller là-bas pour se projeter encore au-delà des limites prescrites par la Constitution, surtout en ce qui concerne le nombre des mandats et la durée. Mobutu l'a eu à le faire en se tapant des septennats, mais il s'est retrouvé au bout du dernier septennat, le 4 décembre 1990. Ngouza Karlibonde, qui était Premier ministre, il dit le dernier septennat de Mobutu expire aujourd'hui, mais à qui la faute? Nous sommes tombés dans la controverse nationale pendant 7 ans jusqu'à ce que l'AFDEL l'a emporté. Dans le même ordre d'idée, quelque chose de bien pourrait-il sortir de l'Afrique du Sud où les opposants se réunissent pour répondre à la fondation de Mbeki? Là-bas, c'est un monologue, hein, parce que c'est les gens d'un camp, ou sinon d'une philosophie. Ça ne concerne pas seulement le Congo. Et puis ça ne concerne pas seulement le Congo. Donc ça pouvait donner... Et pourquoi Kinshasa a décliné l'invitation? Parce que Thabo Mbeki a prouvé à plus d'une fois qu'il est trop proche de Joseph Kabila. Mais je voulais dire quelque chose. Votre mot de la Vous fin. savez, lors du dialogue de Senko de 2016, le dialogue de Senko de 2016, il y avait un obstacle à un moment donné. Pour le gens du G7, on ne pouvait pas rentrer dans le fond des discussions sans qu'on évoque l'avenir de Moïse Katumbi. Il fallait qu'on décide sur le retour des Katumbi au pays, les cas emblématiques. Et on a appelé, la délégation a donné rapport à Etienne Tshisekedi, et on a appelé Moïse Katumbi. Parce que pour Etienne Tshisekedi, Katumbi devrait être ici avant le début des dialogues. Et quand on a appelé Katumbi, Katumbi a dit non, ne bloquez pas la République pour moi. Laissez mon cas entre les mains de prélat. Et l'Église catholique s'en occupe par après. Mais dialoguer, trouver la solution aux problèmes qui se posent maintenant. Et le dialogue a eu lieu. Donc, moi, j'espère qu'il y aurait effectivement un dialogue. Et il y aurait effectivement un dialogue inclusif. Mais bien avant, j'ai pris que la communauté internationale, qui sait aussi nous imposer des choses, puisse aussi imposer à ce que chacun mette l'eau dans son vin. Parce que là, le pays est quasiment pris en otage et c'est notre avenir qui est mal parti. On parle de Moutamba, on va chuter, on n'aura pas tout le temps d'approfondir la question. Est-ce que Moutamba a-t-il encore un avenir politique après sa condamnation? Ce que je vais d'abord dire ici, je félicite la justice pour le travail qui est fait. En tout cas, Moutamba n'a pas été injustement condamné. Il a été condamné pour avoir détourné les fonds de l'État. Mais d'aucuns estiment que le bon droit n'a pas été dit. Non. Quand on le condamne à 3 ans, la peine qu'il aurait mérité peut-être 10 ans ou 20 ans. Voilà, donc la justice a été un peu plus clémente à ce niveau-là, mais il soit condamné. Maintenant, il faut que la peine soit exécutée à sa juste valeur. Il ne devait pas être assigné à résidence surveillée. Non. C'est le cas. Il doit faire la prison. Mais Moutamba est en résidence surveillée. Il est à l'espace promenade. Pourquoi ne fait-il pas la prison? Je ne sais pas. Et pourtant, l'article, la peine de travaux forcés, chez nous, est commuée à l'emprisonnement. Pourquoi? Parce que une ordonnance présidentielle devrait être prise depuis bien longtemps, depuis Mobutu, pour définir les modalités de l'application des travaux forcés. Cette ordonnance-là n'existe pas encore. Vous avez vu Caméré faire la prison, et tant d'autres qui sont condamnés aux travaux forcés faire aussi la prison. Moutamba ne peut pas faire l'exception. Sinon, on serait trop accommodant avec lui. Il faut qu'il subisse sa peine. Je n'ai rien contre lui, mais je veux qu'il subisse la peine pour que les autres ne puissent pas s'imaginer qu'ils vont détourner l'argent de l'État. Ils peuvent être condamnés, mais respirer dans un espace VIP comme ça. A-t-il un avenir politique? Oui, il a de l'avenir politique.
Parce que la condamnation ne ça n'écorche pas après tout son image. Oui, son image a beaucoup souffert, mais il peut toujours se rattraper. Il a 38 ans. 37 ans. 37 ans, 3 ans d'emprisonnement, plus 5 ans, donc 37 plus 8 il aura 45 il aura 45 ans, il sera encore jeune et peut revenir à la vie normale. Et n'oubliez pas que la prison est généralement l'antichambre du pouvoir. Il peut bien s'informer là-bas. Alors, ça, c'est une farce ou avons-nous réellement assisté à une vraie justice dans l'affaire Moutamba après sa condamnation à 3 ans de prison, des travaux forcés, force est de constater qu'il n'est toujours pas à Makala. Je crois que la justice a été dite, a été faite, rendue, parce que Moutamba et les faits ont été établis. En que tel, peut-être qu'il y a eu des circonstances atténuées. 10 ans, c'était le. Mais cela n'a pas été dit s'il y a eu des circonstances atténuantes, comme vous essayez de le dire. Je crois qu'il faut maintenant pénétrer le motivé de la décision, parce que c'est de là que vous allez comprendre pourquoi le juge a décidé ainsi. Vous parcourez tout le motivé. Et je crois que déjà, ça lui porte un coup, mais seulement, le peuple congolais, il est dans d'autres choses que dans la rigueur sur ce qui concerne les autorités. Regardez combien les gens ont manifesté, se sont mobilisés, sans chercher même à connaître si réellement Moutamba a commis une infraction ou pas. Bon, la plupart sont des occultes, des gens mais c'est ça, qui se mobilisent qui font le show. Mais l'élection, c'est quoi? Qui vote? La masse, c'est quoi? C'est toujours ça, ça vote et puis c'est fini. Vous allez crier, oh, vous avez voté, mais c'est parti, c'est fait. Peut-être toujours rebondir après. Oui, tout à fait. Au Congo, ici, comme je l'ai dit, on ne tient pas compte de certaines de moralités ou quoi que ce soit. On est dans tout ce que nous vivons. Et voilà, il a toujours le temps, parce que, vu son âge. Mais je pense, peut-être avec le temps, l'opinion risque de grandir en sa défaveur en intégrant que non, Moutamba, effectivement, avait posé déjà. Il est véritablement, il a fait l'objet d'un détournement. Donc, il sera aussi casé dans le cadre des détourneurs. Bon, là où il est, c'est une mesure transitoire. Hein, vous savez, il fallait aussi gérer la psychologie, toute la tension pour qu'il n'y ait pas casse. Mais il va aller en prison. Allez, merci. Si vous avez un conseil à lui, Moutamba a péché beaucoup plus par le manque de lucidité, de maturité, parce qu'il a été beaucoup plus dans les invectives inutiles qui lui ont attiré bien d'ennui. Il devrait essayer de ridiculiser ou de diminuer même son chef direct qui est la première ministre. Ça ne dénote pas d'un bon citoyen qui est appelé à fonctionner à ce niveau-là. Parce que la justice, oui, la justice est justice. Et l'animateur principal en tant que ministre de la Justice devrait être du moins, il devrait correspondre avec son ministère. Mais lui, c'était un peu autre chose. Il y a un discours qui a circulé pendant le procès Moutamba qui devrait interpeller particulièrement le président de la République. Pourquoi je dis le président de la République? Parce que c'est lui il est le garant et il est le magistrat suprême. On disait toujours, pourquoi vouloir condamner Moutamba alors que tant d'autres qui ont détourné sont libres? Ça signifie quoi? C'est là que l'opinion publique ne comprend pas pourquoi on parle de l'acharnement. Effectivement, tout le monde peut dire, ok, Moutamba a détourné. Effectivement, il a commis une infraction. Et les autres? Et les autres? Ok? Il ne faudrait pas que la justice soit sélective. Si la justice est sélective, ce qui est fait de positif par la justice sera perçu négatif par la population. Et pourtant, la justice doit être dite aussi pour la paix sociale. Donc, si les décisions de la justice ne rassurent plus la population, ou si la population a l'impression que la justice fait un travail sélectif, politique, ou la justice est politisée, la justice est aux ordres, ça ne servira à rien. Et n'oublions pas que c'est la justice qui élève une nation, pas une armée. C'est la justice qui élève une nation. Et si la justice dans notre pays ne fait pas bien son travail, continue à tergiverser sur qui est condamné, qui n'est pas condamné, en tout cas, le pays va tourner en rond. Merci à vous, Philippe Kazadi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Henri Tchabalanga de toujours être disponible pour Politicon. Nous vous retrouvons un peu plus prochainement avec la Médose del Plaisir. Vous êtes sur Politicon, la force du détail. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. À tout à l'heure, Inch'Allah.